J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les petits malheurs et les réussites de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va s'intéresser bien sûr à Emmanuel Macron, l'hyper-président, l'omniprésident qui s'occupe de tout, qui a la main sur tout, qui est partout. Est-ce que ça peut durer ? Et puis, première bougie de Madame Elisabeth Borne à Matignon, fêtée hier. Mais ses ministres ne sont pas d'humeur à lui offrir des cadeaux, bien au contraire. Et puis, on va s'intéresser au sort de ces maires menacés de toutes parts. Le maire de Saint-Brévin a démissionné après avoir été inondé de menaces et vu son domicile incendié parce que sa commune projetait d'accueillir un centre de migrants. Le métier d'élu est-il devenu dangereux ? Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique, les Top Guns du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Et tout d'abord, l'indispensable Arlette Chabot, éditorialiste sur LCI. Bonsoir Arlette. Bonsoir. L'inévitable Antonin André, éditorialiste politique. Bonsoir Antonin. Bonsoir leader patrouille. Et l'inénarrable Michael Darmon, éditorialiste I24. Bonsoir Michael. Quel adjectif vous avez récupéré. Bonsoir chef. Je vous rappelle la règle du jeu que vous connaissez bien sûr. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, on se souvient pour le premier débat de Nicolas Sarkozy que ses adversaires appelaient l'omni-président, l'hyper-président. Eh bien, nous en avons un nouveau, c'est Emmanuel Macron. Il fait tout. 4 interviews en quelques jours, des déplacements de terrain tous azimuts, tout le temps. Qu'est-ce qui lui prend Emmanuel Macron, Michael ? C'est la stratégie du tapis de bombe ? Oui, c'est assez classique quand on veut, pour un président, revenir sur le premier plan et tenter de tourner une page et de pouvoir relancer une forme de récit sur sa présence. Alors moi, je dirais qu'il est quand même plus... c'est le président omniprésent plutôt qu'omniprésident. C'est ça, je pense, qui ressort aujourd'hui de la méthode effectivement d'Emmanuel Macron. Il est en train de nous faire au fond une campagne électorale décalée. C'est-à-dire que la campagne qu'il n'a pas faite l'année dernière, il l'a fait... J'ai le sentiment qu'on est dans une sorte de compensation. C'est comme s'il était sorti un peu de cette sidération liée à sa réélection, comme on avait beaucoup dit. Voilà, on sent un désarroi, on voit pas de cap, on comprend pas très bien quelle est vraiment la direction, on sent pas une envie particulière. Je crois que quelque part, après cette crise qui va perdurer d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas le fort de la crise sur les retraites étant quand même passé, là il décide quand même au fond de se réveiller. Là aussi symboliquement ça vient dans cette espèce d'espace temporel qu'il a créé en annonçant les 100 jours, qui est aussi un concept de début de mandat en général. Donc voilà, c'est. En fait, il fait tout avec un an de retard. Il fait tout à l'envers. La campagne et les 100 jours. D'abord, il commence par les 100 jours, ensuite il fait la campagne électorale. Bon, mais comme il est réélu, il peut déconstruire un petit peu tout cela. On a quand même le sentiment que voilà, c'est une manière de gagner encore du temps pour essayer de voir comment il peut tenir le reste de son mandat, parce que ça paraît quand même encore très fragile, hein, et des textes importants vont arriver, vont encore montrer qu'il est très difficile d'avoir une majorité dans le contexte de l'Assemblée. Et c'est, au fond, ça reste quand même assez déconstruit, parce que l'élément principal, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et ça détermine, je pense, l'essentiel du jeu politique et de la déstabilisation politique. Arlette Chabot, c'est quoi l'objectif ? Est-ce qu'il fait la campagne, comme le dit Michael, campagne qu'il n'avait pas faite l'année dernière, ou est-ce qu'il veut tout simplement changer le sujet du débat et passer à autre chose après cette lancinante confrontation sur les retraites ? Je veux dire, les deux, bien entendu, je partage tout à fait l'avis du Michael Darmon sur il fait la campagne, il est en campagne. Alors, c'est un défaut. Ça a un avantage, évidemment, c'est d'abord, on a bien compris, il veut reconquérir son électorat. C'est pour ça que parmi tous les rôles qu'il a développés, de ministre de la Santé, de ministre de l'Éducation, de ministre de la Formation professionnelle, de ministre de l'Industrie, de ministre de l'Économie, il est ministre de tout. Il est ministre de tout, parce qu'il fera
tout mieux que tout le monde, Bien évidemment. En même temps, on comprend que ce gros chapitre économique qui se traduit aussi par des interviews accordées à Challenge, à l'Opinion, au Financial Times, donc il est très centré sur l'économie, c'est d'abord resserrer, évidemment, reverrouiller son électorat. Ça, on a bien compris. Le problème, c'est que il a été réélu et moi j'ai un souci depuis le début, c'est que je pense qu'un président de la République, il devient effectivement président de tous les Français. Et donc comme il s'adresse à son électorat, il continue à cliver. Et cliver, c'est pas apaiser. Et puis juste un mot, puisque vous parliez de Nicolas Sarkozy qui faisait tout, l'hyper-président. Moi je me souviens de la première interview qu'il avait accordée après sa défaite et quelques mois et de longs mois après. Il était venu en confessant une erreur. Il avait dit « je voulais tout faire tout seul tout le temps ». Eh bien, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû faire ça, c'est pas la bonne stratégie, c'est pas la bonne manière de gouverner. Eh bien, sur ce plan-là, je pense qu'Emmanuel Macron a tort de copier effectivement Nicolas Sarkozy. Et puis, encore une fois, je pense que le temps était plutôt à l'apaisement, plutôt qu'à la relance d'une campagne électorale qu'il avait mise entre parenthèses ou qu'il avait refusée il y a un an. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, on l'avait vu plutôt discret. Évidemment, évidemment. Ouais. Ça reste entre nous. Ouais. Ça reste entre nous. Ça y est aussi. Il avait été très discret, Macron, pendant cette, sur la scène nationale, du moins pendant cette réforme des retraites. On avait l'impression qu'il savait parfaitement que s'exposer, ça pouvait hystériser encore un peu plus le débat et crisper. Et là, il a expliqué aux Parisiens, ma grande erreur dans cette réforme des retraites, c'est de ne pas avoir pris les choses en main. En gros, les autres ont fait n'importe quoi et j'aurais dû m'en occuper. C'est juste, Antonin ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le macronisme repose essentiellement sur la personne d'Emmanuel Macron. Alors, c'est à la fois un atout et à la fois un handicap. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a essayé au début de son mandat de revenir dans une pratique plus traditionnelle de la Ve République avec l'objectif, c'est la réforme des retraites. Je vous fixe les guidelines et puis je laisse la Première ministre s'en occuper. Moi, j'ai l'international. Donc, il y avait une espèce de répartition des rôles. Assez conforme. Assez conforme. Et en même temps, qui nous semblait un peu étrange, parce qu'on n'avait pas été habitué à ça, et que cette réforme s'appelait d'ailleurs la réforme Macron et pas la réforme Borne. Donc, il s'y est essayé, mais on voit bien que ça n'a pas fonctionné, parce que probablement aussi que le logiciel Macron n'est pas transposable à ses ministres, et pas forcément d'ailleurs intelligible de façon politique et rationnelle par son gouvernement. Et donc, effectivement, il y a aussi cette espèce de retour aux origines du macronisme, c'est-à-dire, vous l'avez dit, les autres ne sont pas capables, je me suis pas assez impliqué, pester contre ceux qui n'étaient pas capables de mener à bien sa politique. Alors, moi, j'y vois un risque évidemment majeur, c'est que il remet, pour rejoindre un peu ce que disait Arlette, de la polarisation sur sa personne. C'est-à-dire que, en réalité, tout procède de lui, je suis responsable de tout, si vous n'êtes pas content, venez me chercher à l'Élysée, et je trouve ça extrêmement dangereux dans le climat ambiant, et je ne suis pas sûr effectivement que ça apaise les choses, mais Emmanuel Macron, visiblement, ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas oublier non plus que son arrivée en politique, c'est une arrivée d'un homme seul, qui n'a pas de parti, qui n'a pas de réseau. Qui ne compte que sur lui-même. Et qui ne fait pas partie du club. C'est-à-dire que les politiques qui composent la majorité quand même encore de notre sphère politique, ne le reconnaissent pas comme un des leurs. Et ça, je pense que c'est un handicap aussi qui l'isole, qui l'enferme, et qui fait, lui, effectivement, une espèce de... Peut-être plus que Nicolas Sarkozy, qui lui avait des assises, des réseaux, qui a conquis une mairie, un parti, enfin voilà, qui avait une chair politique. Emmanuel Macron n'en a pas, et je pense que ça, c'est ce qui structurellement l'isole fortement à l'Élysée. C'est quoi ça, Michael ? C'est un péché d'ego, péché d'orgueil, voire péché d'hubris de la part d'Emmanuel Macron qui veut tout faire et qui ne fait confiance à personne ? Je pense que c'est surtout un fort taux d'estime de soi, pour prolonger tout ce qu'il dit, tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, il est quand même fondé sur le fait que lui possède effectivement une forme de vérité. Il a à chaque fois, ça c'est le discours de beaucoup de présidents, face à leurs visiteurs du soir, qui leur donnent toujours beaucoup de conseils, mais qui leur dit « Ok, mais c'est moi qui ai été élu. Si j'avais écouté certains conseils, je ne serais pas là. Donc maintenant, à partir de là, c'est moi qui détermine les axes, et puis tout le monde me suit. » Et pour prolonger ce que dit Antonin, il a raison, il ne fait pas partie du club, il n'est pas dans une logique d'intégration, d'inclusion dans cette sphère politique, mais l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'en retour, quand on discute avec un peu les représentants, qu'on peut parler de l'État profond, des grandes institutions, ils ont le sentiment qu'ils ne calculent pas trop
l'aspect institutionnel. Il est beaucoup plus organisé sur la relation personnelle, sur les débauchages, sur le fait d'aller récupérer les gens de manière personnelle. C'est la raison pour laquelle il refuse régulièrement, tout en se contredisant d'ailleurs, aussi tout aussi régulièrement la notion de coalition. Il avait glissé dans son allocution présidentielle dernière à la télévision le fait qu'il bâtirait de nouvelles alliances et de nouvelles coalitions. Et puis voilà que quand il a donné son interview à l'Opinion il y a quelques jours, il dit « Je ne crois pas du tout à la coalition parce que c'est pas la culture française ». Donc il faut savoir exactement à chaque fois où ça se situe. On a compris que c'est en général de la variation et de la contradiction. Un peu tout et son contraire, c'est le en même temps. C'est le propre du macronisme quelque part. Et c'est ça. Ça a été sa séduction, ça maintenant clairement sa limite. J'ai toujours pensé que le en même temps, ça n'est qu'un paravent, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis le début, il sait qu'il doit s'articuler avec la droite. Il n'y a que la droite qui lui a permis de pouvoir être réélu. Il n'y a que la droite qui lui permettrait de pouvoir encore continuer, peu ou prou, à gouverner. Et le fameux dépassement est pour moi quelque chose, au fond, qui reste vraiment de la posture et des demandes de langage. Alors, vous le disiez, Arlette, il s'occupe de tout, lycée professionnel, santé, urgence, réindustrialisation, industrie verte, économie. C'est quoi le but? C'est quand même un problème pour ces ministres, et notamment les deux premiers, les responsables des deux priorités du quinquennat, santé et éducation, c'est-à-dire François Braun et Pape Diaye. Comment exister avec un omniprésident? Alors déjà, il faudrait que ces deux-là existent, pardon. Mais, par eux-mêmes. Parce que vous pouvez, par eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous êtes Bruno Le Maire, vous pouvez être assez dérangé, gêné, parce qu'effectivement, le président de la République vous pique les bonnes annonces, vous pique... Parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, voilà. Donc, vous pouvez... Bon, quand vous êtes, pardon de le dire, François Braun, qui, le pauvre, a beaucoup de mal à exister, ou Pape Ndiaye, qui est contesté depuis le premier jour, chaque fois qu'il fait un pas en avant, on se demande ce qu'il a en fait dans la tête et on le soupçonne de tout. Bon, ça, c'est l'échec de la société civile. On a dit 50 fois, mais alors ceux-là, franchement, il y en a d'autres, parce que je ne parle pas des secrétaires d'État. Moi-même, je ne les connais pas. Donc, j'en déduis quand j'entends un nom. Nous non plus, on pourrait faire un test. Je crois que ça serait cruel autour de cette table. À chaque fois, vous dites, ah bon, mais il y a un secrétaire d'État chargé de quoi? On ne sait pas. Ça ne sert à rien. Et ils ne servent à rien. Ils ont peut-être tous les talents du monde, mais personne ne s'en est aperçu. Donc, au fond, les ministres sont effectivement c'est très difficile pour eux d'exister. On a bien compris. Je pense que ceux, effectivement, qui peuvent le regretter, c'est Gérald Darmanin, mais il a peut-être d'autres perspectives en tête. Il y a vraiment que sur le cas Darmanin, sur la sécurité, on voit bien, alors là, pour le coup, à l'inverse, que le président, là, il pique pas le dossier... il n'est pas à l'aise. C'est le seul qui existe, d'après vous, Arlette? D'abord, il existe tout seul, mais en plus, c'est le seul champ sur lequel on ne peut pas dire que le président de la République se précipite. Mais c'est bien le problème. Immigration, voilà, ça va être un problème. En fait, c'est le problème. Je vais passer tout de suite la main à mon camarade qui va enchaîner, mais là, non, parmi les grands ministres politiques, Gérald Darmanin, c'est open bar, parce que personne n'a envie de venir. Elisabeth Borne n'est pas d'accord avec lui, et le président de la République, c'est pas son truc. Immigration, sécurité, moins il s'en mêle, plus il est carte content. blanche. Carte blanche. Donc les autres, effectivement, ont du mal. Et alors on parlera d'Elisabeth Borne tout à l'heure. Donc absolument. J'arrête, elle a soufflé une bougie. Ça va, ça ne demande pas de beaucoup de souffle. Ça tombe bien parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Non, mais Entendez, André. Je trouve que c'était intéressant la façon dont vous posiez la question à Arlette. Vous listiez les sujets lycée professionnel, éducation, santé, urgence, économie, industrie verte, réindustrialisation. Voilà. Et donc en fait, on parlait d'omniprésident. En fait, Emmanuel Macron, il est hémiplégique pour une partie. C'est-à-dire que sur les sujets régaliens, et c'est quand même pas des petits sujets, pardon, mais l'immigration et la sécurité, c'est des sujets qui structurent la vie politique et qui empoisonnent la vie politique depuis des années. Que la gauche... Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. La gauche n'a pas su s'attaquer à l'immigration en ayant un discours et une proposition politique qui soit à la fois fermeté et humaniste. La droite, d'une certaine façon, a tenté des choses, mais a toujours cette espèce de complexe de dire on ne veut pas non plus donner le sentiment d'être le Rassemblement national. Alors, enfin, on voit bien qu'ils sont divisés entre les deux. La sécurité, on va en parler tout à l'heure, c'est un sujet aussi. Et c'est quand même assez frappant de voir qu'Emmanuel Macron se vit comme un super ministre de l'économie. Il a des théories très intelligentes sur l'économie, voilà, comme un grand chef d'entreprise. Mais sur ces sujets qui sont structurants aujourd'hui dans la société française et qui sont des grandes fractures et qui sont des sujets éminemment politiques, c'est là que ça rejoint aussi son parcours. C'est-à-dire que les hommes politiques qui ont été élus, qui ont été dans des fédérations, qui ont eu des partis politiques, et qui connaissent la vie des Français et la complexité et la difficulté de régler ces sujets, en ont une acuité probablement plus forte qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, depuis
son élection, n'a pas eu de discours et de mesures claires sur l'immigration et sur la sécurité. Et sur le régalien en général. Sur le régalien. Alors en revanche, il y a un autre ministre à qui le président pique un petit peu ses dossiers, c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, puisqu'il vient d'annoncer 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. C'était lundi soir au JT de TF1, on l'écoute. Il y a 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants, et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là, ont du mal à boucler la fin du mois. Il faut qu'eux, on les aide en concentrant ces 2 milliards de baisse d'impôts sur ces Françaises et ces Français. Arlette Chabot, c'est quoi l'objectif offensif classe moyenne, on parlait tout à l'heure du fait de consolider son socle en parlant d'économie. Qu'est-ce qu'il cherche à faire là, Emmanuel Macron, en s'emparant de ce énième dossier en plus en 15 jours? Alors je travaille mais je ne gagne pas ma vie, ça c'est et je peux pas vivre, ça c'est posé depuis les Gilets jaunes. Et au fond, il n'y a jamais eu de réponse. Et c'est là-dessus, on a bien compris que surfe notamment le Rassemblement national. Ça, c'est la deuxième évidence. Quant à l'annonce du président de la République, quand c'est flou, c'est super flou là pour le coup. Parce que franchement, d'abord les classes moyennes, il y a toujours un débat terrible. Là, on a 2 chiffres, 2 bornes. Mais si j'ose dire, 1500, 2500. Bon, quand le gouvernement va faire des propositions avant la fin du quinquennat, oui, c'est prévu dans la trajectoire budgétaire. Bon, et ça fera combien par personne? J'ai vu des chiffres que je n'ose même pas citer de peur de casser le moral. Citez-les, ça reste entre nous, Arlette. Non, mais on est en quoi? 25, 30 euros de moins d'impôts par an. Par an. D'accord. C'est ridicule. C'est ridicule, oui, parce que je comprends. Bon, la baisse de la fiscalité, c'est pas évident. On a une situation budgétaire, tout le monde le sait aussi bien que nous. Donc là, franchement, quand on dit un plan Marshall pour les classes moyennes, comme dit Gabriel Attal, on se dit waouh, voilà un truc. Alors là, l'argent, donc le quoi qu'il en coûte est de retour. Mais s'il était parti. S'il était parti, ce qui n'est pas le cas non plus. Mais là, alors là, c'est peanuts, quoi. C'est un peu se moquer du monde, quoi. Michael? Ce qui est frappant, c'est effectivement de comprendre et d'entendre le désarroi des ministres concernés, en l'occurrence Bruno Le Maire et Gabriel Attal, pour vendre ensuite et expliquer cette annonce. Effectivement, quand on dit un plan Marshall pour les classes moyennes, c'est qu'on n'a rien à dire. C'est qu'il n'y a aucun contenu à mettre. Un plan Marshall, quand même, ça veut dire un plan massif, significatif. Oui, plan Marshall, ça veut dire aussi qu'une superpuissance est venue aider quelqu'un de très faible. Mais bon, globalement, le sujet est quand même qu'à l'Élysée, on a bien vu aussi que quand on a baissé les impôts, les cotisations sociales, la taxe professionnelle et supprimé la redevance audiovisuelle, résultat des courses, ça n'a rien donné en termes de popularité. Donc en fait, la trajectoire à trouver, elle est quand même très compliquée. De ce point de vue-là, c'est vrai que 2 milliards répartis sur les millions de Français qui composent ce qu'on appelle cette sphère de la classe moyenne, ça n'a pas donné grand-chose. Donc on est vraiment sur du politique et une manière de dire aussi, pour rejoindre aussi ce qui a été dit tout à l'heure par Antonin, c'est vrai qu'il redevient le super ministre de l'économie. Le 10 mai, il a reçu un cénacle qu'il n'avait pas reçu depuis bien longtemps, que sont les économistes qui avaient conseillé à Guillon, Ferry Pisani, et qui avait conseillé Macron, voilà, et avec lesquels s'était installée une grande distance, voire une rupture pour certains. Et donc il y a eu une sorte de grande brainstorming sur comment peut-on faire pour inverser les courbes et revenir sur une politique économique probante, ce qui montre bien qu'une fois de plus, on reste dans je dirais la Macron-économie. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans un endroit comme Dunkerque et qu'on annonce des milliards, alors que les gens passent leur vie à compter en euros, on ne sait pas très bien ce que ça va donner comme effet chez chaque individu. Là encore, on vient de dire 2 milliards pour les classes moyennes. Arlette vient de nous faire les calculs très justement. Moi, j'ai pas calculé, je rigole. J'espérais. Mais bon, voilà, et on arrive à peut-être 30 euros par personne. Donc, de ce point de vue-là, il y aura toujours le constat d'un décalage entre les effets d'annonce, repris avec tout l'effet d'écho, tout l'effet d'écho qu'il y a derrière, et la réalité, et on y continuera à accentuer ce malaise. Merci pour ces commentaires et informations. On se retrouve très vite pour évoquer le cas d'Elisabeth Borne, cas compliqué, après une petite pause. Deuxième partie de notre débat. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Deuxième sujet de notre débat, le cas Elisabeth
Borne, je le disais, elle a fêté hier son premier anniversaire à Matignon, mais l'ambiance n'est pas à la fête et ses petits camarades n'ont pas débarqué sur place avec des paquets cadeaux. C'est pas tout à fait l'ambiance, mais la Première ministre, sur la sellette, se bat. Je la cite, « Je veux continuer à répondre aux défis du pays ». C'est ce qu'elle a expliqué dans une interview au Journal du Dimanche depuis la Réunion. Je me tourne vers vous, Antonin. Est-ce qu'elle peut tenir encore longtemps, Elisabeth Borne ? D'abord, elle est très courageuse, elle est très pugnace. Elle a du mérite. Hein. Elle a du mérite, elle prend sa fonction très à cœur. On ne peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un de très déterminé qui, à la fois, je trouve, parfois fait preuve aussi d'intelligence et d'humour, de recul. Enfin, je trouve qu'elle s'est quand même révélée être dans le contexte d'une majorité relative, avec un président qui lui facilite pas forcément les choses. C'est un délicat euphémisme, cher ami. Je trouve que il faut quand même d'abord lui tirer son chapeau. Elle s'en est pas trop mal sortie. Elle a fait quelques erreurs, mais qui tiennent notamment à son parcours qui n'est pas si politique que ça. Mais je trouve qu'il faut d'abord lui tirer notre chapeau parce qu'elle s'en est quand même bien sortie. Après, son meilleur atout, c'est qu'il n'y a personne pour la remplacer et que l'équation politique est telle aujourd'hui que avec cette majorité relative, la seule raison pour laquelle Emmanuel Macron pourrait changer de Premier ministre, ce serait un Premier ministre qui élargisse sa majorité, qui lui permette d'obtenir plus de poids à l'Assemblée nationale. Et ça passerait par un accord avec les Républicains, qui aujourd'hui sont complètement divisés. Gérard Larcher lui-même a dit qu'il était éventuellement prêt, mais il lui fallait un contrat de gouvernement, une feuille de route claire, et pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc en fait, Elisabeth Borne est en sursis, mais elle est en sursis à durée indéterminée, j'ai envie de dire. Pardonnez-moi cette métaphore footballistique que j'utilise souvent, c'est un peu comme au PSG avec Galtier, l'entraîneur, qu'on aurait beau changer, mais qui ne changerait absolument pas l'équipe. C'est un peu la même idée, Arlette Chabot, pardon. Oui, sauf que Galtier, il était arrivé, si je me souviens bien, pour faire plaisir à la star absolue du PSG. Absolument. C'est ça, voilà, Kylian Mbappé, pour ceux qui auraient raté un épisode. Alors que là, la star absolue du gouvernement, Gérald Darmanin, c'est pas tout à fait la tasse de thé d'Elisabeth Borne. Exactement. Et puis, c'est dangereux, parce qu'effectivement, on a bien compris, Gérald Darmanin, il en fait toujours des tonnes. Puis, on peut pas dire qu'il accumule les succès, si je puis me permettre. En tout cas, il y a des doutes. Vous pensez à quoi, Arlette Chabot ? Je pense à Mayotte. Franchement, le ministre qui vient vous expliquer que tout va être réglé facilement parce que tout a été négocié avec les Comores, par exemple. Et voilà, bon, c'est pas simple, mais peut-être qu'il faut pas tout de suite dire c'est fait, j'ai réussi, je suis formidable, alors que vous n'allez pas accomplir une prouesse et que rien n'est réglé. Donc, il n'y a pas beaucoup de succès non plus de Gérald Darmanin quand même à mettre sur la table. Mais parlons-nous franchement, et ça reste entre nous bien sûr, Arlette, il veut sa peau, Gérald Darmanin, à la Première ministre, il veut son poste ? Finalement, on a du mal à savoir. A priori, on dit oui, puis après on se dit, au fond, il peut peut-être surtout penser à l'échéance suivante, 2027. Donc justement, c'est la raison pour laquelle il devra avoir un bon bilan. Parce que en fait, Gérald Darmanin, le performeur, comme disait tout à l'heure Antonin, c'est celui qui apporterait la majorité tranquille, sans concession à Emmanuel Macron. C'est-à-dire le ralliement spontané, sans exigence des LR, disant « Ah oui, c'est lui, le sauveur, le messie, on est tous derrière lui et on va voter comme un seul homme les projets du gouvernement. » C'est pas le cas, parce que Gérald Darmanin, c'est pas le préféré d'une grande partie des LR, pour utiliser un euphémisme. Donc, au fond, Elisabeth Borne, je suis d'accord, il n'y a pas mieux en magasin. Alors, elle a du courage, elle est tenace. Franchement, moi, je me demande pourquoi les gens ont envie d'aller à Matignon, surtout être Premier ministre d'Emmanuel Macron, il faut quand même être particulièrement masochiste. Parce que si c'est un Premier ministre fort, encore une fois, il faut que le président lui fasse de la place, lui laisse de la place. Or, il est incapable de le faire. Au contraire, on vient de dire depuis 10 minutes qu'il reprend tout en main. Et voilà, donc Elisabeth Borne, elle tient. Et puis, oui, certains veulent sa place. D'ailleurs, dans cette interview, elle évoque, elle n'est pas dupe, effectivement, des manœuvres des uns et des autres. Mais c'est surtout pour l'affaiblir, au fond. Pour eux, avoir un peu plus d'espace par rapport à elle, pas par rapport au président de la République. Donc, il faut qu'elle tienne. Mais on a bien senti aussi une petite phrase de l'interview du président de la République sur TF1 qui ne déborde pas de chaleur et d'enthousiasme à son égard. C'est un délicat euphémisme. Et d'ailleurs, on va écouter une petite phrase d'Elisabeth Borne à propos de sa relation avec le président. C'était à La Réunion dans le magazine quotidien. On écoute.
Ça fait 3 jours que vous êtes à La Réunion. Est-ce que le président de la République il vous a demandé si vous passiez un bon voyage? Non, je crois qu'il n'avait pas eu l'occasion. Vous avez vu qu'il a un agenda chargé, lui aussi. Et... Ouais, il vous fait un peu de l'ombre là. Donc je pense qu'il a beaucoup de sujets importants sur la réindustrialisation. Et puis ça va continuer lundi avec Choose France. Donc on échangera certainement ce week-end. Vous n'avez pas échangé pendant 3 jours là? Non, je confirme que là, on n'a pas échangé, mais demain, on échangera certainement. Est-ce que vous qualifieriez votre relation d'idyllique, de chaleureuse ou juste cordiale? Plutôt cordiale et surtout fluide, en fait. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on échange très très régulièrement et on se parle parfois plusieurs fois pendant la journée et c'est important pour le bon fonctionnement. Pas chaleureuse, pas idyllique. Enfin, c'est pas le sujet, là, c'est plutôt privé. Vous voyez, on va pas commenter la partie privée de la relation. Donc, fluide, cordial, c'est une belle langue de bois, Michaël Darmon, pour dire que c'est quand même un peu tendu, non ? C'est-à-dire qu'en l'écoutant là et en la voyant effectivement dans d'autres exercices, on compatit quand même à cette difficulté de pouvoir masquer, de devoir sans arrêt masquer le fait que les relations sont ce qu'elles sont entre les deux. Ils ne sont pas, ils sont pas vraiment sur les mêmes types de matrices humaines, c'est clair. Ni politique d'ailleurs. Et peut-être également politique. Mais c'est là aussi arrive le paradoxe sur Elisabeth Borne, c'est qu'en fait c'est elle au fond la plus macronienne entre guillemets. C'est-à-dire qu'en réalité, Emmanuel Macron qui est arrivé en 2017 en disant vous les politiques vous avez tout raté, je vais prendre des experts qui vont de manière plus rationnelle, plus technocratique, gérer les réformes sans état d'âme et sans vraiment broncher. C'est elle qui le fait. La gestionnaire, finalement. C'est la gestionnaire. Et d'ailleurs, toutes les négociations difficiles qu'elle a passées aussi depuis le début du mandat dans les autres postes, et ça a été de la même manière. Effectivement, Arlette disait, il faut être un peu masochiste pour être Premier ministre d'Emmanuel Macron, ou alors il faut être capable d'encaisser et d'être dur au mal. On voit à travers sa vie, quand on connaît un peu plus son parcours, et c'est vrai que quelque part, la biographie de notre consoeur, la secrète, nous apprend beaucoup de choses quand même sur la façon dont elle a été formée, structurée et entraînée à encaisser. Je suis pas certain qu'elle soit au fond très impressionnée par le côté un peu parfois zébulon et bout de feu d'Emmanuel Macron, parce qu'elle dit moi je trace ce qu'il y a à faire. Après pour le reste, elle est rentrée dans l'exercice classique de la campagne pour rester. À peu près à la même époque, dans son parcours, quand il sentait que ça pouvait approcher vers la fin, Édouard Philippe, l'air de rien, a mené une campagne pour dire je vais rester. Ça fait le cas de Jean-Marc Ayrault sous François Hollande. Il avait fait la une de Paris Match à l'époque, ce qui avait beaucoup agacé le président de la République, parce qu'il avait osé aller sur le magazine, on va dire, entre guillemets, présidentiel. Pareil, vous citez Jean-Marc Ayrault, oui, il avait sorti sa fameuse réforme de la fiscalité, c'était la campagne pour rester. Donc on est rentré dans ce cas de figure-là, avec, oui, le fait que quand on regarde le paysage, il n'y a encore personne. Mais c'est là que prennent aussi la dimension, qu'entre en jeu la dimension des 100 jours. Les 100 jours, en fait, nous amènent jusqu'à la veille des sénatoriales. Du côté de septembre. Du côté de Gérard Larcher, et il a bien dit encore récemment, il n'est pas question de donner le sentiment d'aller travailler avec Emmanuel Macron jusqu'au sénatorial. Mais après, tout sera possible. Et de ce point de vue-là, je pense que toute cette manière de gagner du temps avec les 100 jours, de remplir l'agenda, de recevoir les syndicats pour discuter avec eux, dites-nous ce que vous voulez nous dire, allez-y, on va vous écouter, tout ça c'est pour occuper le terrain. Il n'y a rien en magasin jusqu'au l'après sénatorial, où là il sera peut-être possible d'envisager à ce moment-là un accord avec la droite, et là peut-être de reconsidérer une architecture nouvelle d'un gouvernement. Alors je me suis laissé dire par un proche d'Emmanuel Macron que ce dernier voulait, je cite, la conserver jusqu'au bout du bout. Ça veut bien dire qu'il y a l'intention quand même de l'user, d'en profiter au maximum. Antonin André, ça veut dire qu'elle a quand même un petit sursis, ça, si j'en crois ce que dit Michaël, ça reste entre nous, bien sûr. Oui, moi je suis d'accord avec Michaël, c'est-à-dire que je ne vois pas comment est-ce que le président de la République peut tenir l'ensemble de son quinquennat dans cette situation de blocage politique à l'Assemblée nationale. L'essence même du macronisme, c'est le réformisme. S'il est condamné à ne rien pouvoir faire... Et à l'immobilisme. Ce sera un échec. D'abord, ce sera un échec personnel. Ensuite,
tout ça peut mal finir, parce qu'il y a aussi un moment où un certain nombre de problèmes qu'on a évoqués, l'immigration, la sécurité de l'immigration, au passage, sur lequel on a eu un pas de danse à n'y rien comprendre, et on ne sait pas comment tout ça va se terminer, une loi, pas de loi, un texte, puis un nouveau texte, puis deux textes, puis un texte. Je ne sais même pas s'il y aura un texte au final, d'ailleurs. Et ça raconte d'ailleurs les relations entre les deux têtes de l'exécutif. Oui, absolument. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut tenir 5 ans en l'état. Donc, effectivement, comme c'est un homme intelligent, et je trouve que le récit de Mickaël est le bon, il doit se demander quelle échéance politique, quelle échéance lui permettrait éventuellement une nouvelle donne. Et cette échéance, c'est les sénatoriales. Je ne crois pas une minute, moi, qu'Elisabeth Borne restera 5 ans à Matignon. Et je ne lui souhaite pas, parce que sinon, j'ai peur pour sa santé. Mais en même temps, juste d'un mot, comme le disait Antonin tout à l'heure, ça suppose un accord. Les conditions, si on prend Gérard Larcher, sont claires. Il faut un accord politique. Oui. Ça veut dire une cohabitation acceptée, subie par le président de la République, sans vote, parce qu'il n'aura pas le choix. Oui. Donc franchement, mentalement, il a 100 jours pour se préparer, mais psychologiquement, non, mais je plaisante pas, parce que la verticalité, on voit bien, on dit il fait tout. Vous imaginez, un Gérard Larcher d'un seul coup à Matignon, ça veut dire qu'il va gérer le quotidien et plus que gérer. Donc il doit avoir une autonomie. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron doit totalement changer. Oui, ça veut dire qu'il a intérêt, évidemment, à conserver Madame Borne le plus longtemps possible. Vous êtes d'accord avec l'analyse de nos deux amis ? Parce que celui qui va arriver est nommé au mois d'octobre, avant le débat budgétaire, c'est bonjour les 49.3 en série. Oui. Donc les sérieux, le 49.3, sont de retour. Donc il faut trouver quelqu'un qui puisse éventuellement les éviter. Et donc, encore une fois, ça suppose une véritable autonomie du Premier ministre. Alors justement, on va faire un petit jeu qu'on a déjà pratiqué ici, un petit tour de table pour savoir qui pourrait justement constituer le bon casting pour remplacer Madame Borne. Je commence par vous, Mickaël. Qui sont ou qui est le meilleur profil pour occuper Matignon en septembre prochain ? Catherine Vautrin, parce que c'était son premier choix et qu'il n'arrête pas de dire à ses visiteurs, oui, j'avais raison, c'était Catherine Vautrin qu'il fallait mettre. Oui, mais est-ce que c'est pas plus son propre choix qu'il salue plutôt que la personne Mais je pense que peut-être cette fois-ci, il va dire cette fois-ci, vous allez m'écouter. Parce que ses amis autour de lui, en particulier Alexis Kohler, qui fait partie de ceux qui l'ont convaincu, pour le moins, à changer de projet, bien, il va leur dire, voilà, avec quel résultat. Parce que une pièce va être versée au dossier le 8 juin. Dans cette réflexion générale. Le 8 juin, avec le vote de la proposition de loi, peut-être, probable, éventuel. Disons que s'il se tient, ce vote qui consiste à abroger l'article 7 de la réforme des retraites, le report de l'âge légal, va être voté. Ça veut dire que le message principal, c'est qu'il n'y a pas de majorité possible. Et que la feuille de route qui a été donnée par le président de la République à Elisabeth Borne, elle a son point final. Donc ça, c'est un coup dur pour la Première ministre. Absolument. Et donc, de ce point de vue-là, on sait que ce texte n'ira pas au-delà du symbole politique, mais ça restera quand même un symbole politique très fort, qui sera capté par l'ensemble de l'opinion. Et si tant est que ce vote puisse tenir, mais on peut espérer qu'il se tienne, en tout cas, pour au moins faire cette démonstration. Et de ce point de vue-là, pour Elisabeth Borne, ça va être quand même la prise de conscience, au vu de tout le pays, qu'il n'est pas possible d'avoir une majorité sur des textes importants. Donc ça va contribuer, peut-être accélérer la réflexion, mais une fois de plus, je pense que le timing est effectivement contraint. Et vous disiez des élections sénatoriales. Antonin, vous mettez une pièce sur qui ? Alors, il faudrait quelqu'un qui soit effectivement plutôt de droite, ou en tout cas de centre-droit, quelqu'un qui a une expérience politique, je pense, ça c'est important aussi, qui ait une longue expérience politique. Soit pas un techno. Qui soit pas un techno, qui ait aussi une certaine virginité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans le paysage immédiat de ces dernières années, ou bien quelqu'un d'extrêmement populaire. Alors moi, je vois deux profils, vous allez trouver ça probablement baroque, mais néanmoins, je vais m'y risquer. Allez-y, on prend les paris. Je pense que Roselyne Bachelot ferait une bonne première ministre. Voilà. Ah ouais. Parce que c'est osé, parce que elle a connu populaire. Chirac, elle vient de loin, les Français la connaissent. Je pense qu'il y a un capital sympathie chez elle qui est assez important, un potentiel sympathie assez important. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui s'est frotté vraiment à des gros animaux politiques et qui a souvent tenu le rapport de force de façon efficace. Elle aime beaucoup Emmanuel Macron, ils s'entendent bien, ils ont une très bonne relation. Donc je trouve que ce serait assez audacieux. Je ne sais pas si elle accepterait, mais je trouve que ce serait assez audacieux et pourquoi pas une solution. L'autre carte que je vois, et alors là, je vais être encore plus transgressif, mais néanmoins,
Il a fait son retour, on l'a vu un peu ces derniers temps. Manuel Valls. Non. Non, je pense à Jean-François Copé, le maire de Bourg, qui s'est retiré de la politique et qui, depuis qu'il s'est retiré, je trouve, a évidemment retrouvé une liberté de ton assez grande et assez forte. Et moi, je l'ai reçu en interview à BFM à 2 reprises. Je trouve que ses analyses sont assez justes. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait écouter un peu ce genre de grands élus qui ont quand même l'expérience de l'exercice du pouvoir, qui connaissent le pays profond et qui ont d'ailleurs des colonnes vertébrales sur la sécurité, sur l'immigration, qui ne sont pas celles du Rassemblement national. Et qui plus est, c'est un LR favorable à une coalition. Voilà, et voilà. Donc je pense qu'aller chercher Roselyne Bachelot ou Jean-François Copé, moi, c'est les 2 noms que je lui suggère. Arlette Chabot, moi, votre pronostic pour finir en beauté? Extrême, je ne donnerai pas de nom. Je pense qu'il faut quand même quelqu'un, pour que ça marche, qui ait une autorité sur les Républicains. Parce que ni Roselyne Bachelot, ni Jean-François Copé ne feront l'unanimité derrière eux. Donc il faut quelqu'un qui ait une expérience, qui ne soit pas contesté, que le lendemain, il n'y ait pas un Pradier qui dise mais c'est qui celle-là ou c'est qui celui-là, il ne va pas me forcer à voter. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que je reviens éventuellement, s'il l'accepte, à notre ami président du Sénat. Quand je dis notre ami, c'est parce que voilà, on connaît depuis longtemps, à Gérard Larcher, parce qu'il faut de l'autorité. Sinon, ça ne marchera pas. Effectivement, Jean-François Copé, oui, est favorable à l'accord. Oui, il a pris du recul, il a pris une autre dimension, mais il sera évidemment contesté. Puis c'est le retour. Donc c'est soit la nouveauté, effectivement, pourquoi pas Catherine Vautrin, bon sang, mais c'est bien sûr, j'aurais dû la nommer, c'est le retour, mais elle n'a pas non plus d'autorité sur les LR. Donc il faut un sage, un ancien, qui puisse imposer et faire accepter par cette majorité, cette non-majorité, par ce groupe, en tout cas des LR à l'Assemblée, faire accepter ces décisions et ces choix sans perturber le Sénat. Ce serait, pour le coup, la fin de la présidence Macron. Complètement, parce que ce serait un profil totalement antagoniste. Cohabitation. Voilà. Ouais. Plus qu'une cohabitation. Vautrin, Larcher, Bachelot, Copé, le name dropping n'est pas terminé. Je vous remercie pour ces petits pronostics et vos explications. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour la suite des opérations et la question des violences à l'encontre des élus. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, 3e et dernière partie de notre débat, menace sur les élus. Alors, le maire de Saint-Brévin, petite commune de Loire-Atlantique, il s'appelle Yannick Morez, a démissionné la semaine dernière. Il était la cible de menaces et avait vu son domicile en partie incendié, un incendie criminel, à cause d'un projet d'installation de centre de demandeurs d'asile dans la commune. Un projet qui était vivement contesté et parfois manu militari par l'extrême droite. Arlette Chabot, qu'est-ce que vous inspire ça vous inspire un maire qui est contraint de démissionner parce qu'on a brûlé une partie de sa maison? Non, mais tout est insupportable. On va parler aussi du petit-neveu du président de la République. Ou on en parlera après. Concentrons-nous sur les élus pour l'instant. Mais sur les élus, tout est lié en fait. Je veux dire, pourquoi les élus ont plus envie? Vous avez entendu le nombre, effectivement. Alors, les agressions, ça a explosé. Les élus vous disent je veux plus être candidat, j'ai fait 4 mandats mais j'ai pas de successeur. Les conseillers municipaux démissionnent. Donc tout ça est absolument insupportable. Faut noter d'ailleurs que la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins n'a pas été acceptée pour l'instant par le préfet. Qui a 2 mois, je crois, pour la valider. Donc peut-il revenir? Donc le problème, c'est que évidemment, et je rappelle toujours quand même, petite précision et pardon de faire un petit détour, les maires étaient les seuls que les Français respectaient et admiraient. C'est fini, c'est pareil. Alors c'est vrai que ça peut être des militants d'extrême droite, mais c'est le type du coin qu'on a marre, qui casse tout. Donc c'est insupportable. Je pense que vraiment c'est dangereux. Donc d'une manière générale, je pense que cette société est à cran. La France est à cran. Toutes les expressions de violence sont justifiées alors qu'elles sont injustifiables. Je ne vais pas regarder du côté de l'Assemblée nationale, mais quand même, qu'on ne nous dise pas ça a toujours été comme ça, c'est pas vrai. La violence en politique, oui, attentat contre le général de Gaulle, mais c'était quand même une autre époque. Donc tout ça fait une espèce de délitement total et la crise des vocations est terrifiante parce que si on n'a plus de gens qui ont envie, non pas de s'engager dans la politique, mais pour moi un maire c'est d'abord le bien commun. C'est d'ailleurs l'élu le plus apprécié des Français. Donc, ça l'était toujours. Et maintenant il est attaqué cet élu-là. Donc c'est l'élu de proximité.
Donc si les gens ont plus envie de se dévouer parce qu'on attaque leur famille, parce qu'on cible leurs enfants, parce qu'on fout le feu à leur voiture et parce qu'on les menace de mort, et même les élus et les députés, je pense à Aurore Berger et son bébé, menacent de mort sur l'enfant. Mais on est chez les fous. Donc je crois que là, c'est danger, avec un gros danger pour la démocratie française et le fonctionnement de ce pays. Alors justement, il y a eu plusieurs actions militantes, pour ne pas dire violentes, de l'extrême droite sur le terrain en réponse à des projets d'installation de centres de migrants, mais aussi, vous savez, on a invité quelques drag queens dans des écoles pour parler de la sexualité, etc., ce qui a été très très contesté et qui a aussi donné lieu à des actions violentes. Est-ce que cette extrême droite qui multiplie les actions sur le terrain, de plus en plus décomplexée, est-ce qu'il n'y a pas un danger ? C'est-à-dire qu'on constate en tout cas qu'il y a une poussée de discours conservateur d'une manière générale qui se traduit par des actions militantes comme celles que vous venez de citer. On peut rajouter aussi l'annulation sous la pression d'un petit groupe du mouvement Civitas qui a fait annuler un concert dans une église à Carnac alors que tous l'évêché et toute la paroisse l'avaient accepté, mais ça correspondait pas au canon des gens de Civitas, de la droite ultra, catholique ultra. Ils ont réussi à faire annuler ce concert. Donc on voit chaque jour de manière très puissante ou parfois plus anodine des tentatives de s'insérer et d'installer des idées conservatrices. Par rapport à ce qui se passe avec les élus, les attaques contre les élus, ce qui est d'autant plus grave, c'est que les maires ont été la cible, en tout cas ont été le levier qui a permis au président de la République, après les Gilets jaunes, de reprendre une forme de légitimité. Il a fait le grand débat avec les maires. C'est vrai. Il est allé honorer, et distinguer ceux qui sont effectivement les premiers élus de la République. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont les premiers attaqués. Et ça montre effectivement à quel point il y a c'est un jalon supplémentaire sur cette dégradation vraiment de la vie publique, du rapport à ces élus, de la spécificité effectivement de ces élus qui sont les premiers élus de la République. J'ai l'impression que c'est un jalon supplémentaire vers ce qu'on pourrait peut-être appeler un jour un accident démocratique, mais c'est en train de se mettre en place. Vous savez, il se trouve que j'ai eu l'occasion malheureusement de faire plusieurs stages de récupération de points de permis. On vous explique une seule chose. Ça reste entre nous, Michael. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'est-ce qui fait un accident ? C'est 10 facteurs exogènes qui se réunissent à un instant T. Et on a l'impression que chaque jour, on est en train de constater des facteurs différents qui viennent, comme ceux que vous avez cités, comme les autres, et qui un jour peuvent se réunir et faire l'accident. D'ailleurs, un accident, le maire de Signes, dans le Var, Jean-Mathieu Michel, avait été tué en 2019 Absolument. par un véhicule qui faisait une marche arrière. Les occupants du véhicule étaient en train de décharger des déchets de manière sauvage sur une route. Le maire était intervenu. C'était un homicide involontaire qui a d'ailleurs occasionné des condamnations, qui avait beaucoup ému l'opinion. Qu'est-ce que ça dit, tout ceci, Antonin, du rapport entre les Français, leurs élus, et des maires qui étaient pourtant en première ligne et très appréciés par les administrés? Alors, d'abord, je pense qu'il y a une banalisation insidieuse de la violence qui gangrène ce pays depuis plusieurs années, avec une remise en cause des différentes incarnations de l'autorité, que ce soit l'enseignant, que ce soit la police, les élus donc aujourd'hui, et probablement que ça traduit aussi une forme de désespérance, de désarroi d'une société dans laquelle les gens considèrent que les hommes politiques, les élus de proximité, pas forcément, encore que je pense que la fin du non-cumul des mandats n'a pas été une très bonne idée à cet égard, mais que l'éloignement d'une certaine façon des élus, des dirigeants, fait que le problème quotidien des Français aujourd'hui ne sont plus pris en compte. Le sentiment de déclassement, d'inégalité qui s'accroissent, crée une forme de frustration. Et je pense que ça nourrit une espèce de volonté individuellement de se faire justice soi-même, d'aller réclamer à son élu, de jeter une pierre sur la permanence de son élu. Voilà. Voire de mettre une gifle au président de la République. Après, il faut faire attention parce que dans ce qu'on décrit, il y a plusieurs phénomènes. Et vous parliez de l'extrême droite en particulier. Je pense que dans ce contexte-là, l'extrême droite aujourd'hui et ces groupuscules d'extrême droite représentent une menace qu'on a sous-estimée et qu'on a minorée. Il y a une menace aujourd'hui terroriste de l'extrême droite en France qui est une menace
d'une extrême droite qui n'est pas forcément encartée. On a vu en Alsace des réseaux démantelés, de gens qui avaient des fusils, qui projetaient un attentat. Et cette extrême droite-là et ces groupuscules d'extrême droite agissent aujourd'hui à visage découvert de façon totalement désinhibée. D'abord parce qu'il y a ce climat insidieux de violence qui fait qu'on a le sentiment qu'on a banalisé et laissé faire. Et puis parce que Marine Le Pen et l'extrême droite se rapprochent du pouvoir de plus en plus. L'élection de 88 députés, 89 députés à l'Assemblée nationale, Rassemblement national, donne à ces gens-là une espèce de force, une espèce d'assise, de se dire, d'une certaine façon, on peut ressortir de la clandestinité et ils agissent beaucoup plus à visage découvert. Tout ça étant en plus entretenu par les réseaux sociaux, qui évidemment décuplent ces phénomènes, fait que c'est beaucoup plus difficile de les prévoir et qu'ils peuvent surgir à tout moment, à tout instant du territoire. Donc, il y a une violence plus forte dans la société qui est liée, je pense, à la frustration des citoyens à l'endroit des politiques et des institutions. Et sur l'extrême droite en elle-même, je pense qu'il y a une menace qui est réelle, qu'on a encore une fois sous-estimée. Alors, il y a des violences contre les élus, on le disait, mais aussi il y a eu cette agression contre le petit-neveu de Brigitte et Emmanuel Macron à Amiens. C'est le propriétaire de la fameuse chocolaterie Trogneux qui a été roué de coups par 10 personnes qui venaient dans la ville pour faire une casserolade. Donc, a priori, plutôt des militants de gauche, d'après ce que l'on sait, mais à vérifier. 8 ont été placés en garde à vue. Il en a parlé, Emmanuel Macron, hier soir depuis Reykjavik. Il raconte qu'il avait appelé son petit-neveu pour en parler et il s'exprime sur ce point. Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en démocratie, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise. Et avec beaucoup de courage, ce jeune papa s'est interposé pour protéger sa boutique. Et il a encore aujourd'hui des examens à faire. Je souhaite qu'il soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura évidemment à se prononcer. En tant qu'oncle, je considère ces actions comme absolument inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, et qui que ce soit touché dans notre société. Alors, Emmanuel Macron l'a vu, il a réagi instantanément. En revanche, on lui a beaucoup reproché d'avoir mis 10 jours à téléphoner au maire de Saint-Brévin dont on parlait à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures, comme l'en accuse l'opposition Arlette Chabot, dans la réaction présidentielle ? Je pense qu'il aurait dû effectivement téléphoner au maire parce que les maires l'ont sauvé pendant la période des Gilets jaunes. S'ils n'avaient pas accepté de participer, effectivement, comme le disait Mickaël, à ces grands débats, il ne s'en serait jamais sorti. Et le maire a parlé, le maire de Saint-Brévin, d'abandon de l'État. Abandon de l'État, même si il a écrit, on ne lui a pas répondu, on lui a envoyé une lettre de politesse. Bon, il faut quand même... Alors, je suis d'accord, il y a des choses très différentes là-dedans, bien sûr. Des petits manifestants irresponsables, c'est insupportable de s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas un militant. Il faut dire que le petit-neveu d'Emmanuel et de Brigitte Macron n'est pas un militant Renaissance. Et qui n'a aucun lien, à part ce lien de famille. Parenté, donc aucun lien. Il n'a pas défilé en disant « Vive la réforme des retraites » et « Vive Emmanuel Macron » et j'appartiens, je ne suis pas un militant. Donc là, c'est vraiment quelque chose de totalement personnel et c'est absolument insupportable. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a les propos. J'écoutais ce matin Charles Amédée de Courson, qui parle... Député centriste, qui parle de dérive autoritaire du pouvoir, qui dit qu'à propos de la procédure utilisée par le président de la République, il a violenté la société. Dans la bouche d'un modéré centriste, je veux dire, c'est pas un insoumis. Il se présente comme un modéré centriste. Qu'il condamne le 49.3, il est à l'origine de la motion de censure, tout ça. Mais les mots ont un sens. Donc je pense que le choix des mots... dans le choix des mots, il faut faire très attention. Alors, on peut stigmatiser, évidemment, à la fois, évidemment, les insoumis, le ballon de foot, on a tout vu, traiter le ministre du Travail d'assassin. OK, la conflictualisation permanente, c'est effectivement, on a remarqué. Mais la contagion
dans l'utilisation de mots aussi violents. J'ai entendu ce matin dans la bouche d'un parlementaire qui met en avant sa modération et son sens des responsabilités. J'en suis resté bouche bée. J'aimerais aller plus loin parce que, pardon. Entendez André. Cette histoire-là, et d'ailleurs vous mettez en relation l'agression du maire et ces deux événements qui n'ont rien à voir. Oui. On peut regretter que le président n'ait pas soutenu le maire, mais pourquoi faire un lien entre les deux? Et moi, ce qui m'a exaspéré parce que c'est de la violence politique. Moi, ce qui m'a mis en colère, c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui fait un tweet dans lequel, totalement émollient, dans lequel il dit « Je condamne, mais j'aimerais aussi qu'on condamne les agressions dont j'étais... » Voilà. Je trouve ça, et je pense que ça dessert sa cause politique. En fait, s'il voulait défendre... Parce que c'est pas de la politique ce qui s'est passé en réalité à cette agression d'un petit neveu. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est de la bêtise. Et Jean-Luc Mélenchon se grandirait à condamner simplement ce fait-là en disant voilà, je condamne, point barre, ça n'a rien à voir, sans ajouter derrière d'autres, parce que cette espèce de relativisme permanent est insupportable. Et la dernière chose, pour revenir à ce que disait Arlette tout à l'heure, j'ai entendu hier Sandrine Rousseau et des députés LFI nous dire sans arrêt, mais on leur disait alors vous condamnez la violence contre ce pauvre jeune homme qui n'est pour rien dans la politique de son oncle, et il répondait oui, mais la violence sociale, le burn-out, non, je suis désolé, on peut pas mettre sur le même plan la violence sociale, la violence physique. Je trouve ça écœurant et je trouve que c'est une faute politique de la part de la France Insoumise qui porte à mes yeux une responsabilité très grande, Jean-Luc Mélenchon en particulier, dans ce climat de violence et dans la justification de ces actes. Alors justement, dans la majorité, beaucoup expliquent qu'à force de brûler des mannequins, de taper dans des ballons de foot à l'effigie de la tête du ministre du Travail et Olivier Dussopt, pardon, qu'à force de décapiter des poupées de Macron, qui explique que la violence symbolique prépare la violence physique. Vous êtes d'accord, Mickaël ? Ce à quoi on a assisté, c'est un lynchage par procuration. En fait, il tapait sur Macron. Et donc c'est si par hasard c'est une sorte de redite du Puy-en-Velay. Souvenez-vous, lorsque Macron avait été agressé à la sortie de cette préfecture brûlée qu'il était allé voir au moment des Gilets jaunes en décembre, et s'ils avaient pu l'attraper à ce moment-là, il aurait fait subir le même sort. Donc on est quand même sur une gravité sans nom. Je souscris totalement à ce que vient de dire Antonin par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et je fais d'ailleurs remarquer que le député Alexis Corbière a pris l'exact au contre-pied, et Ruffin également. Ça veut dire qu'ils ont bien compris que Mélenchon, quelque part, est rentré dans une logique extrêmement compliquée et une spirale de fin de laquelle il sortira évidemment mal. Mais un phénomène d'auto-radicalisation. Oui, de toute façon, on a compris la façon dont il a réorganisé le parti avant son épurance, et on a compris comment fonctionne autour de lui Jean-Luc Mélenchon. Je crois que les démonstrations sont faites assez quotidiennement. Et là, c'est effectivement encore une preuve supplémentaire. Ce à quoi on a assisté sur la personne, effectivement, de ce proche familial de Emmanuel Macron, c'est un lynchage par procuration. Après, le maire aussi qui a démissionné, il démissionne parce que c'est un projet d'État qui vient aussi créer la difficulté, s'installer à Saint-Brévin. Lui, il est à la fois légitimiste et peut-être aussi pense-t-il qu'il faut accueillir ces personnes et ces migrants, mais c'est un projet de l'État. Donc, a fortiori, l'État devrait être dans chaque endroit où il implante par autorité ces centres, ils devraient être là et présents et accompagner les élus, ce qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la violence symbolique, et notamment celle déployée par Jean-Luc Mélenchon, débouche sur un climat de violence physique? Est-ce que les idées précèdent les mots et que les mots précèdent les actes, comme on a coutume de le dire, Arlette Chabot? Non, mais encore une fois, j'insiste sur le choix des mots. Alors, Mélenchon, c'est toujours moi d'abord. Donc finalement, il finit par vous dire que c'est lui la victime. C'est-à-dire que, franchement, on devrait dire, c'est vrai, pauvre Jean-Luc Mélenchon, on a oublié de dire qu'il était victime de, on ne sait plus très bien quoi. Alors, Marine Le Pen a fait la même chose, puisqu'elle a condamné l'agression, mais expliqué qu'elle s'était fait agresser à de nombreuses reprises sans que les pouvoirs publics ne lèvent le petit doigt. Oui, mais je trouve quand même qu'on est très sensibilisé, et je crois à juste titre, sur le comportement de certains insoumis qui font preuve d'irresponsabilité. Et encore une fois, les mots dans la bouche des responsables politiques, il faut juste faire très, très, très attention. Donc, ils sont irresponsables. Et c'est vrai que c'est bien de voir que, même chez les insoumis, tout le monde n'est pas sur une ligne mélenchoniste. Après, il y a des irresponsables partout. Je citais un centriste modéré qui, à mon avis, dérape totalement. Qui se transforme en bout de feu. Qui se transforme en bout de feu tout en disant « Ah mais non, pas du tout ». Donc, il faut faire attention. Tout n'est
n'est pas permis dans le débat politique, ni à l'extérieur de l'Assemblée, ni même à l'intérieur de l'Assemblée d'ailleurs. Tout n'est pas permis. Eh bien, merci à tous les trois pour vos explications lumineuses, vos informations exclusives et vos éclairages. Nous savons tout de l'omniprésident Emmanuel Macron qui s'occupe de tout et qui va continuer, de la bataille acharnée que mène Elisabeth Borne pour sauver son poste à Matignon, et de ses maires confrontés à la violence. On se retrouve comme d'habitude mercredi prochain 21h pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion, surtout vous, Michael. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J, tout ceci reste entre nous. Excellent.